plaît. Donc, je rappelle le format qui est proposé. Je vais vous faire un exposé d'une petite trentaine de minutes sur les traumas et ensuite on aura un petit temps d'échange entre nous. Alors, en sachant que, comme le disait Fabrice, donc je suis directeur pédagogique du diplôme universitaire européen de psychopathologie. Et là, les éléments que je vais vous donner autour du traumatisme sont des éléments qui sont, je dirais, d'une certaine manière, en préambule à la formation de psychopatho, pour ceux qui la feront. Et dans la formation de psychopathologie, je crois que ça doit tomber le 18 novembre. Je donnerai un cours sur les traumatismes qui sera beaucoup plus étayé que ce que je vais dire là, parce que en 30 minutes, aborder un sujet aussi important, vous vous doutez bien que c'est quasiment impossible. Néanmoins, je vais poser quelques bases concernant les traumatismes. Euh, donc, donc en fait, euh, dans le champ de la psychothérapie, le traumatisme est, je dirais, presque un passage obligé. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que le trauma nous concerne toutes et tous. Nous sommes toutes et tous des traumatisés. Pourquoi je dis ça? Parce que selon plusieurs auteurs, et notamment un auteur qui s'appelle Stanislas Grof, et aussi chez Otto Rank, le premier trauma que vit un être humain, c'est la naissance. Alors, on va regarder ce qu'est le trauma et qu'est-ce qui fait dire que nous sommes toutes et tous des traumatisés, parce que en fait, le traumatisme, c'est en fait une réaction saine à une situation vécue comme terriblement menaçante. C'est-à-dire que la réaction que nous avons au trauma est toujours une réaction saine. C'est-à-dire que c'est toujours une réaction qui cherche à préserver notre équilibre psychique, corporel, émotionnel, relationnel. Le seul problème, c'est que par rapport au traumatisme, c'est le retentissement du traumatisme sur notre histoire qui va ensuite créer des symptômes, créer des difficultés et qui va bien sûr faire en sorte qu'on retrouve nos patients, nos patientes dans nos cabinets par rapport au trauma. Mais au départ, nous avons une réaction qui est une réaction de tentative de préservation. Euh, et donc, ce n'est pas tellement la situation qui crée, ce n'est pas tellement la situation qui crée le trauma, mais c'est bien la manière dont un individu va vivre une situation traumatique en fonction de ses conditions internes et de ses conditions externes. Donc, quand on travaille avec la notion de trauma, on travaille aussi sur la façon dont une personne a répondu, a essayé de s'adapter à une situation traumatique, et aussi la façon dont le retentissement du trauma va être présent dans ses symptômes, dans ses difficultés, quels que soient ses symptômes et ses difficultés. Donc ça, si je donne ça en préambule, c'est bon, c'est important, bien entendu, parce que parce qu'en fait, il y a des situations qui, pour moi, peuvent être traumatisantes, qui ne le seront pas pour d'autres personnes. Parce que nous n'avons pas, d'une personne à une autre, les mêmes capacités de gestion de la situation traumatique, et nous n'avons pas la même histoire, les mêmes croyances, les mêmes valeurs, et tout ça, ça va jouer par rapport à la dimension traumatique. Alors, petit point historique rapide quand même, parce que c'est important. La question de la notion de trauma, ce qu'on appelait la névrose traumatique, elle est en place depuis peu de temps dans le champ de la psychothérapie, en tout cas en tant que sujet d'étude et en tant que sujet donnant la possibilité d'en parler, de travailler avec et de l'inscrire dans le champ de la psychothérapie. C'est à la fin du 19e, au début du 20e, qu'on a commencé à parler de cette notion de névrose traumatique. Et c'est quelqu'un qui s'appelait Oppenheim en 1889 qui a commencé à travailler sur des accidents de construction de chemin de fer qui avaient lieu
et qui s'est rendu compte que certaines personnes qui avaient vécu ces accidents avaient des retentissements dans leur comportement, dans leurs états psychiques. Et ensuite, des études un peu similaires se sont mises en place après la Première Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale. Et aussi, ça, je vais y revenir parce que c'est un axe important par rapport à la compréhension du trauma, également après la guerre du Vietnam. C'est-à-dire qu'après la Première Guerre mondiale, un psychanalyste qui s'appelait Wilfred Bion a travaillé sur des petits groupes de soldats après la guerre et même pendant la guerre, qui étaient des personnes qui avaient des comportements un peu particuliers, qui avaient aussi des difficultés d'élocution, des sensations de vertige, des angoisses qui arrivaient sans qu'il y ait forcément d'explication. Et donc, Bion a commencé à travailler sur le fait que c'est la situation traumatique de la guerre qui avait pu créer ces problématiques-là. Tout comme on a pu remarquer après la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, des retentissements par rapport au vécu qu'ont eu certaines personnes. Et vraiment, le moment où le trauma a été le plus travaillé, je dirais de manière la plus fine, c'est après la guerre du Vietnam. Et après la guerre du Vietnam, qui est quand même une guerre qui a quasiment été de 1955 à 1975, c'est-à-dire il y a vraiment un temps très long, les études qui ont été faites sur le retentissement traumatique de la guerre sur les soldats ont pu emmener une notion, qui est une notion que vous connaissez, qui est très importante aussi, bien sûr, c'est la question de l'état de stress post-traumatique. C'est-à-dire qu'en fait, le trauma en tant que tel, oui, c'est un événement, c'est quelque chose que l'on vit. On va voir qu'il y a deux grands types de trauma, le trauma de type 1 et le trauma de type 2. Mais en fait, l'événement traumatique ou la succession des événements traumatiques va entraîner des états de stress, appelés stress post-traumatique, qui sont ceux avec lesquels on travaille. Et les états de stress post-traumatique correspondent à la réponse que la personne a trouvée par rapport au trauma initial. Donc en fait, lorsqu'on vit une situation traumatique, on peut avoir, entre autres, trois réponses possibles de l'organisme et trois modes réactifs. Ces modes réactifs, en anglais, on parle de flight, fly, freeze. C'est-à-dire, soit on est dans une situation traumatique et on peut attaquer, fight, on peut attaquer, c'est-à-dire qu'on peut se défendre, notre intégrité psychique, physique est menacée, donc on a une possibilité d'attaque de façon directe. Soit on peut échapper à la situation, fly, à la situation traumatique, donc on va partir ailleurs, vivre autre chose. Ou soit il va y avoir, to freeze, une situation de figement. Et donc, l'attaque, la fuite ou le figement sont des réponses et des réponses saines à une situation traumatisante. Et cet élément de réponse saine est très importante parce que le problème, c'est qu'une fois que le trauma a eu lieu, une fois que le trauma a eu lieu, la manière dont nous avons répondu au trauma reste encore inscrite à l'intérieur de nous. Je donne un exemple par rapport à ça. C'est-à-dire que nous pouvons vivre une situation traumatisante, un accident, on va pas forcément être forcément dans la guerre ou autre, un accident quel qu'il soit. Par rapport à cet accident, on peut avoir une sensation de figement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se fige, qui se sidère dans l'organisme, et de garder cette réponse à l'intérieur de soi sans que cette réponse soit évacuée. Et donc, de fait, le problème qui se pose, c'est que quand on se retrouve dans des situations que nous considérons parfois de manière très inconsciente comme étant similaires au trauma initial, on va apporter un même type de réponse. Et évidemment, le type de réponse qu'on apporte dans quelque chose qui ressemble au trauma mais qui n'est pas le trauma est complètement inadapté à la situation. Et donc, un autre élément qu'on va rencontrer dans les répercussions du trauma sur l'organisme, c'est la question également de la dissociation, qui est une question extrêmement importante. C'est-à-dire que, admettons,
une situation traumatisante qui va atteindre notre intégrité psychique ou physique, nous allons, pour vivre cette situation, avoir une réaction de dissociation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va quasiment se cliver, se scinder en deux, et que donc une partie de nous va vivre le trauma et l'autre partie va essayer d'échapper au trauma. On a ça, par exemple, dans des situations de viol, par exemple. On peut avoir ça dans des situations d'abus sexuels également, dans la petite enfance. Le seul problème qui se pose, c'est que la réponse dissociative qu'on va avoir au moment du trauma, on va la garder à l'intérieur de soi. Donc, ce qui fait que, par exemple, j'ai encore travaillé ça aujourd'hui avec des thérapeutes. Par exemple, dans une situation d'abus sexuel, on peut retrouver, admettons, quelqu'un qui a eu une situation dramatique d'abus sexuel dans l'enfance et qui a eu un système de dissociation. Cette personne va reproduire la dissociation dans sa vie sexuelle. C'est-à-dire que les situations qui vont être a priori similaires à la situation initiale vont se reproduire sous forme de réponse dissociative. Et donc, comme si la personne disait, OK, quand je me retrouve dans une situation difficile sexuellement qui ressemble à la situation initiale, je me dissocie, j'ai mon corps qui participe à ce qui se passe, mais pas mon esprit. Moi, j'ai entendu beaucoup de mes patientes qui me disaient, moi, mon corps, on peut lui faire ce qu'on veut, je ne suis pas là. Je ne suis pas dans la situation. Donc, on a cette dimension de dissociation. La dimension de figement est une dimension qui revient aussi très souvent comme réponse. Et donc, nous travaillons, nous, en psychothérapie, avec des réponses qui ont été saines à un moment donné, mais qui, au bout d'un moment, deviennent inadaptées aux situations dans lesquelles nous nous retrouvons. Alors, toute la question qui va se poser, enfin, l'une des questions qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec le trauma? Est-ce qu'il faut retrouver le trauma initial pour travailler dessus, pour aider la personne à se débarrasser de l'impact que le trauma a eu au départ? Est-ce qu'on travaille sur autre chose, c'est-à-dire sur trouver des réponses adaptées à des situations qui ressemblent au trauma initial, mais qui ne sont pas le trauma initial? Vous avez plein de pistes thérapeutiques qui sont mises en place. Personnellement, je trouve très efficiente le travail de Peter Levine. Peter Levine est quelqu'un qui a mis en place par rapport au trauma toute une réflexion autour du renforcement des ressources. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de retrouver le trauma initial, de se reconfronter à la situation initiale, et parfois c'est impossible parce qu'il y a aussi dans les réponses qui sont apportées au trauma des démémorisations, on ne se souvient plus, ou on se souvient partiellement, où il y a des souvenirs qui sont un petit peu éparpillés. Donc, de travailler sur la ressource. Et la ressource, par rapport au trauma, c'est qu'est-ce que j'ai comme élément à l'heure actuelle pour pouvoir mettre en place un renforcement du moi, pour pouvoir mettre en place des éléments qui vont m'aider à sortir du figement, qui vont m'aider à sortir de la dissociation avant d'affronter le trauma en tant que tel, d'autant plus que ce trauma parfois n'est pas retrouvable dans la situation de départ. Donc ça, c'est des points de vue, mais en tout cas, je développerai un petit peu plus au mois de novembre les apports de Peter Levine. Mais pour les personnes qui ne seront pas là en novembre, il y a un livre qui est le livre de base de Peter Levine et qui est très intéressant par rapport à ça, qui s'appelle Réveiller le tigre. Et dans Réveiller le tigre, Levine parle bien de comment le trauma nous impacte et comment retrouver ses ressources sur le stress post-traumatique et donc sur les marques du trauma sur nous. Je voudrais revenir aussi à la situation d'attaque. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on est dans une situation traumatisante, nous n'avons pas les moyens d'attaquer. Il y a des situations, ce qu'on appelle des traumas de type 2, c'est-à-dire des traumas répétés, des éléments qui font trauma.
Admettons, je donne volontairement une situation un peu simple. Vous travaillez et vous avez un chef de projet qui continuellement vous harcèle, vous met plus bas que terre, vous placardise, voilà. Mais vous n'avez pas possibilité de l'attaquer et de l'attaquer, je dirais même physiquement. Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans beaucoup de situations? Au lieu que le besoin d'attaquer, ce besoin sain d'attaquer par rapport à la situation, vous n'allez pas le mettre en place, mais l'énergie de l'attaque va rester à l'intérieur de vous. Et cette énergie, elle va aller où? Eh bien, cette énergie, la plupart du temps, elle se retourne contre vous. Elle va faire retour sur le sujet qui, au lieu de dégager cette énergie vers l'extérieur, va la mettre à l'intérieur de lui. Donc, il y a certaines maladies qui sont dans le champ de la psychosomatique, qui sont en fait des attaques retournées contre soi, alors qu'elles auraient dû être adressées à l'extérieur. Pour beaucoup de psychosomaticiens, par exemple, tout ce qui est de l'ordre des inflammations, tout ce qui se finit par it, est souvent de l'ordre d'une attaque retournée contre soi. On connaît bien les gastrites ulcéreuses, par exemple, qui sont liées à un stress permanent avec une impossibilité d'attaquer l'autre. Je ne peux pas attaquer l'autre, donc je m'attaque moi-même. Mais on peut aussi avoir un système où dans l'attaque, au lieu d'attaquer la personne désignée, celle qui crée du stress chez nous, on va attaquer d'autres personnes. Donc on va, au lieu que l'attaque se fait par rapport à une situation traumatisante, extrêmement stressante, au lieu qu'elle se fasse par rapport à ce chef de projet, on va attaquer des membres de sa famille, des amis ou autre chose. C'est-à-dire que l'énergie, on va la déplacer à un autre endroit. Mais tout ça va créer du stress, du symptôme, des symptômes relationnels, des symptômes physiques également. Et donc, c'est comment on peut accompagner ces symptômes-là, comment on peut leur trouver une réponse qui soit juste, bien entendu, par rapport au trauma initial, surtout quand on peut le repérer. Vis-à-vis de la question de la fuite, c'est la même chose. C'est-à-dire que lorsque on devrait fuir une situation, mais qu'on ne peut pas la fuir parce qu'on est enfermé dans cette situation, au lieu de la fuir, on va se fuir soi-même. Qu'est-ce que c'est que se fuir soi-même? C'est la dévalorisation. C'est le manque d'estime de soi. C'est le fait de ne plus avoir de reconnaissance dans le lien à son corps, dans le lien à ses émotions, dans le lien à ses relations, par exemple. Donc, on va être dans une situation où la situation traumatisante qu'on devrait fuir, surtout quand c'est un trauma qui se répète, on ne la fuit pas parce qu'on ne peut pas la fuir, qu'on est obligé d'y rester, mais on va se fuir soi-même. Et donc, dans ce mouvement-là, ce que je veux souligner, c'est que attaquer, fuir, se figer, se dissocier, ce sont des réponses naturelles. Et lorsque l'énergie de ces réponses se met en place, c'est avons-nous la possibilité d'aller jusqu'au bout de ces réponses. Et notamment par rapport au figement, euh, on peut rester figé à l'intérieur de soi, c'est-à-dire rester sidéré lorsqu'on retrouve des situations qui ressemblent à la situation initiale. Alors Peter Levine a beaucoup travaillé sur le fait d'observer des animaux. Et j'ai travaillé avec Isabelle Lepeuch, qui est une des élèves de Peter Levine. Et Isabelle montrait une vidéo qui est une vidéo où on voit à un moment donné une gazelle qui est attaquée par une lionne, puisque ce sont les lionnes qui chassent et pas les lions. Donc, elle est attaquée par une lionne et on voit la gazelle qui se fige. Et donc, il y a la mâchoire de la lionne qui est au niveau de la carotide de la gazelle. Et la gazelle, elle est dans une situation de figement parce que sa vie est en jeu. Elle est en train de vivre un événement fondamentalement traumatisant. Elle se fige. Et donc, elle reste figée, presque pour dire non, non, je ne suis pas là, je n'existe pas. Je ne suis pas une gazelle, je suis quelqu'un d'autre. Donc, il y a ce figement qui se met en place, qui est repérable. Et puis, il arrive un événement, un bruit à l'extérieur, qui fait que tout d'un coup, la lionne a peur et elle lâche la gazelle. Elle lâche la gazelle, elle part. Mais qu'est-ce que fait la gazelle? Elle reste figée. Elle reste dans le figement. Elle reste dans le figement pendant un certain temps jusqu'à temps d'être sûr qu'il n'y a plus de danger. Et après,
que va faire la gazelle? Elle va ensuite s'ébrouer, elle va se mettre en mouvement, elle va commencer à trembler de manière à dégager l'énergie du figement pour passer à autre chose. Et donc, dans cette dimension-là, euh, la gazelle, en fait, une fois que la lionne est partie, que la gazelle, elle est qu'elle a pu dégager cette énergie de figement, elle peut passer à autre chose. La question qui se pose, c'est nous, en tant qu'êtres humains, nous n'avons pas forcément la possibilité de nous ébrouer, la possibilité de mettre en place ces tremblements. Cette possibilité est à l'intérieur de nous, mais nous ne donnons pas toujours la possibilité de le faire et nous n'avons pas toujours la possibilité de le faire. C'est-à-dire qu'on va garder le figement à l'intérieur de soi et on va continuer à être figé par rapport à des situations, comme je disais tout à l'heure, qui représentent aux situations traumatisantes de départ. Alors, je crois qu'il y a Cathy Félix qui est là parmi nous ce soir. Euh, et je ne sais pas si Cathy voudra intervenir, mais Cathy Félix a beaucoup travaillé sur une approche, qui est une approche qui a été mise en place justement pour aider les personnes traumatisées qui sont dans le figement à trouver, à travers des gestes, à travers des comportements précis, une capacité de retrouver sa capacité de tremblement, sa capacité de faire en sorte que le figement puisse s'évacuer de manière physique très, très, très précise. Et c'est une façon de lutter aussi contre l'imprégnation du stress post-traumatique à travers un figement physique qui reste à l'intérieur de nous. Évidemment que les situations traumatisantes, elles sont de nature très différente. Et notamment, il y a toutes les situations qui sont des situations qui ont un caractère inattendu, violent, pas prévu, bien sûr, qui souvent vont entraîner le figement. Et donc, il y a une nature soudaine, rapide. Et dans ces éléments-là, souvent, on a l'impression que notre intégrité physique, psychique, va être atteinte. Et même quand je donne l'exemple aussi bateau, voilà, d'un chef de projet qui nous enquiquine régulièrement, néanmoins, le fait qu'il y ait la répétition oui, c'est la méthode TRE, effectivement, Alexandra, le fait qu'il y ait régulièrement des atteintes qui sont faites à notre intégrité, va prendre forme de trauma, bien sûr. Malheureusement, on va retrouver ça dans le harcèlement scolaire, par exemple. Vous savez comme moi que le harcèlement scolaire peut déboucher au suicide. On est dans un trauma qui se répète et dans un trauma où la sortie du trauma, ne peut pas se faire, ni attaquer, ni fuir, ni se figer, ni effectivement se dissocier. Ou alors, si ça se fait de manière inadaptée à la situation. Et donc, de fait, à un moment donné, le seul moyen que vont trouver certaines personnes pour fuir la situation, c'est le passage à l'acte suicidaire, ce qui est quand même, bien entendu, assez extrême sur ces éléments-là. Euh, il y a plein de situations où on va retrouver ces traumas de type 2 lorsqu'on est en lien aussi avec des personnalités perverses qui vont utiliser ces éléments-là. Et notamment dans la perversion, on va retrouver un élément qui est un outil traumatique, une arme traumatique extrêmement forte, c'est le message à double contrainte. C'est-à-dire d'envoyer à une personne en même temps deux messages tellement contradictoires qu'on ne peut pas répondre à ces deux messages en même temps. Et où la réponse qu'on va avoir va être une réponse de clivage, donc de dissociation. Je vous donne un exemple, c'est l'histoire qu'on raconte souvent en psycho. C'est l'histoire d'un homme, il a 40 ans, c'est son anniversaire, il n'a pas vu sa mère depuis 20 ans. Donc, les ponts sont rompus, ils ne se parlent plus et tout ça. Et puis, il est là, le jour de ses 40 ans, il se prépare pour aller rejoindre des amis, et puis, ding dong, ça sonne à la porte. Il ouvre la porte et c'est sa mère qui est là. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu viens? Et sa mère lui dit, je ne vais quand même pas rater les 40 ans, l'anniversaire de mon fils. Donc elle rentre chez son fils et elle lui dit, voilà, je t'ai fait un cadeau. Elle lui donne une boîte.
Le fils est quand même content de revoir sa mère. Malgré tout, il ouvre la boîte et dans la boîte, il y a deux cravates, une verte et une rouge. Donc, il se dit, bah, je vais mettre une des deux cravates pour faire plaisir à ma mère. Donc, il met la cravate verte. Il descend de sa chambre. Il dit, regarde, maman, j'ai mis la cravate verte. Et sa mère lui dit, pourquoi la rouge te plaisait pas? C'est ça un message à double contrainte. C'est-à-dire d'envoyer un message qui fait qu'à un moment donné, il ne sait pas quoi faire. À la limite, ce qu'il aurait fallu faire, c'est mettre les deux cravates en même temps. Donc, c'est-à-dire de répondre à l'injonction paradoxale par une réponse paradoxale en elle-même. Et lorsque nous sommes dans des situations où nous recevons régulièrement de la part de proches, de la part de collègues de bureau ou autres, ces injonctions paradoxales, ça entraîne un clivage à l'intérieur de nous, et ce clivage va se concrétiser sous une forme de comportement dissociatif. Et ce comportement dissociatif, le problème, et c'est le problème qu'il y a par rapport à l'ensemble des traumas que nous pouvons vivre, c'est que ça nous met dans une situation qui est une situation où il y a un fond dépressif qui se met en place, une impossibilité de répondre aux situations de manière, je dirais, normale, simple, logique, et avec toujours cette espèce de poids du stress post-traumatique qui est présent à l'intérieur de nous. Donc, vous avez un très beau film sur le stress post-traumatique, un film que quasiment tout le monde a vu, et qui est un film sur le stress post-traumatique lié à la guerre du Vietnam. Ça s'appelle Rambo. Mhm. Rambo est le premier, hein, le premier Rambo est un film assez extraordinaire parce que qu'est-ce qui se passe? On a un soldat qui revient du Vietnam, joué par Sylvester Stallone, et il est tellement marqué par les traumas qui sont liés à cette guerre, il est tellement marqué par les traumas qu'il ne peut pas s'adapter à la nouvelle vie et qu'on va le transformer en une espèce de machine de guerre euh, en alimentant le trauma et en faisant en sorte que le stress post-traumatique dans lequel il est, c'est d'être toujours dans l'attaque. D'être toujours dans l'attaque. C'est-à-dire qu'on va alimenter sa réponse d'attaque qu'il a eue ou qu'il n'a pas pu avoir pendant la guerre pour la transformer dans un espace qui est un espace qui n'est plus celui de la guerre du Vietnam. Et le film est très intéressant par rapport à ça. Et on voit très bien comment Rambo est manipulé pour effectivement rester dans le trauma et rester dans une réponse post-traumatique qui est inadaptée à la situation dans laquelle il est. Donc, donc le traumatisme, les traumatismes ont des conséquences effectivement sur nous. Et si je reviens au traumatisme de la naissance, par exemple, Stanislas Grof a développé l'idée que, en fonction du, de l'instant, il détermine quatre instants dans la naissance, ce qu'il appelle des matrices périnatales. Donc, il distingue quatre matrices, et en fonction de l'une des matrices et en fonction du fait que ça se passe plus ou moins bien, donc plus ou moins mal dans l'une des matrices, il va y avoir des problématiques qui sont des problématiques que l'on va retrouver sous forme de symptômes à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'entre le moment du déclenchement de l'accouchement, donc le moment où l'enfant va commencer à sortir, le moment où l'enfant est en train de sortir, le moment où l'enfant sort et le moment où l'enfant est sorti, en fonction de ce qui se passe, il va y avoir des imprégnations traumatiques qui vont s'inscrire pour Stanislas Grof même au niveau cellulaire et qui vont avoir une incidence sur notre organisation et notamment notre organisation symptomatique. Euh, je vous donne un exemple aussi qui me vient. J'avais une patiente qui est venue me voir parce qu'elle avait la phobie des cols roulés. Elle me dit, je viens vous voir parce que voilà, je ne peux pas mettre un col roulé, c'est impossible. Quand je mets un col roulé, je suis dans un état de panique et d'angoisse absolument incroyable. Évidemment, vous vous doutez bien, je fais le lien avec la naissance. À chaque fois qu'elle mettait un col roulé, c'est comme si elle repassait de nouveau par le col utérin. Et donc, tout de suite, on a travaillé avec ma patiente sur ces éléments-là. Elle est allée interroger sa mère sur comment s'était passée sa naissance. Et effectivement, lui a confirmé qu'il y avait eu souffrance fœtale, qu'elle avait failli mourir. Voilà. Et donc, dès qu'elle remontait un col roulé, c'est comme s'il y avait le souvenir du trauma qui se remettait en place et la réaction qui se mettait en place était une réaction de panique
une réaction de peur, une envie de fuir, mais avec l'impossibilité de pouvoir le faire. Donc c'est ça aussi qui est qu'on va retrouver dans le stress post-traumatique. J'essaye de vous donner le maximum d'exemples, même y compris des exemples très simples que l'on peut rencontrer au cabinet. Mais on peut s'interroger sur les problématiques de claustrophobie. Est-ce qu'il n'y a pas là une redite d'un traumatisme de la naissance dans les situations claustrophobes? Euh, dans, Là encore, j'avais un cabinet qui était au deuxième étage. Il fallait prendre l'ascenseur pour monter dans mon cabinet. Et j'étais dans un immeuble qui était un immeuble où visiblement les personnes qui géraient l'immeuble étaient très, très, très paranoïaques. Tout était fermé. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, pour rentrer, il fallait sonner, m'appeler, et c'est moi qui devais envoyer l'ascenseur pour la personne. Donc, j'ai une patiente qui arrive pour une première fois et elle sonne, j'envoie l'ascenseur et puis je la vois pas. J'attends, voilà. Et elle ressonne et je dis, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai envoyé l'ascenseur, il n'est pas arrivé. Et elle me dit, je peux pas prendre l'ascenseur. Et évidemment, la porte de l'escalier était fermée à double tour. Donc, qu'est-ce que je fais? Je descends dans l'ascenseur pour aller chercher ma patiente. Et donc, je dis à ma patiente, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je peux pas prendre l'ascenseur, c'est impossible. J'ai des crises d'angoisse, je perds connaissance, c'est insupportable. Voilà. Je dis, bon, ben, ok, on y va. Elle me dit, oui, oui, on peut y aller parce que vous êtes là. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas peur de l'ascenseur. Si elle a peur de l'ascenseur, elle a peur de l'ascenseur aussi avec moi. Mais la peur de cette personne n'est pas une peur de l'ascenseur, c'est une peur d'être seule dans un espace fermé sur lequel elle n'a aucune possibilité d'action. Donc en fait, c'est pas tout à fait la peur de l'ascenseur. Et donc, on a travaillé ensemble sur le trauma de la naissance, voilà, avec quelques pistes qui se sont avérées justes, mais il y avait tout un tas d'autres choses qui étaient en place. Mais dès que je suis là, dans l'ascenseur, elle peut prendre l'ascenseur. Quand je ne suis pas là, le même ascenseur, elle ne peut pas le prendre. Donc là, c'est la marque d'un trauma. C'est la marque d'un trauma. Et donc, c'est comme si son esprit se disait, ascenseur est égal à telle situation traumatisante. Donc, la réaction que je vais avoir est une réaction que j'ai eue au moment du trauma, mais qui n'a pas été jusqu'à son accomplissement, jusqu'à son aboutissement. Et c'est pour ça que une approche comme le TRE est extrêmement intéressante, parce qu'elle va donner la possibilité de traverser effectivement les réactions initiales et de leur donner un autre sens et de rééquilibrer au niveau psychique, comportemental, relationnel et émotionnel. Donc, par rapport à ça, donc ce qui est important, c'est effectivement de travailler ça. Les traumas sur lesquels personnellement j'ai le plus travaillé étaient, bon, en tant que sexothérapeute, des traumas à caractère sexuel, ce qui ne sont pas les plus simples, bien entendu, mais aussi avec le fait que l'on retrouve la trace du trauma dans la sexualité. Et que la trace du trauma qu'on retrouve dans la sexualité, elle n'est pas forcément dans une peur de la sexualité. Elle peut être aussi dans une hypersexualité. Et dans cette hypersexualisation, il va y avoir le fait que mon corps peut faire ce qu'il veut, moi, je ne suis pas là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on va retrouver le système de dissociation. Je ne sais pas si Cathy Félix est là, si tu peux dire deux mots Oui, sur le elle est là. TRE. Cathy? Bon, elle est... Ici, elle est là puisqu'elle est intervenue un petit peu dans le chat. Ouais, ouais, ouais. Parce que Cathy est formée au TRE, donc elle dira des choses beaucoup plus précises que moi et ça me semblait. Ah, Cathy, tu n'as pas accès au micro. D'accord. OK. Bon. On va Géraldine, essayer. Oui, on est ouais. là. On essaye. Voilà, Cathy Félix, voilà, on va le faire. Super. Merci. Voilà, Oui. bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Cathy. à tous. Bonsoir à tous. Je t'alpague alors que c'était pas prévu, mais je savais pas que tu serais là. Si ça t'ennuie pas de dire deux, trois mots sur le TRE, parce que ça me paraît être important par rapport au trauma, Oui. si tu veux bien. Oui, donc déjà, il y a une question sur qu'est-ce que ça veut dire TRE? Ça veut dire en anglais Tension and Trauma Releasing Exercise, c'est l'exercice de relâchement des tensions et des traumas.
Et c'est une façon un peu efficace, quand même, bien efficace, de réguler le système nerveux autonome par une remobilisation. Quand on est dans le figement, comme l'expliquait Alain très bien, on a vraiment une coupure par rapport à nos potentiels, à nos possibilités. Et c'est une proposition de remobilisation, comme le fait la gazelle, de retrouver ce réflexe naturel dans le corps. Voilà, pour faire très simple. Hmm. Oui, merci Cathy. Alors, après, je vais pas développer ça parce qu'il y a tout un lien à faire avec la théorie polyvagale, Ouais. aussi, donc sur un travail autour du nerf vague dorsal et ventral et tout ça. Bon, ça, c'est très technique, mais ça permet de comprendre aussi que le trauma, c'est une inscription corporelle. Il y a quelque chose qui s'inscrit dans le corps. Que l'on soit dans un trauma de type 1, c'est-à-dire un événement qui s'est produit et qui a une répercussion sur nous, ou le trauma de type 2, c'est-à-dire des répétitions régulières de traumatisme. Mais ça s'inscrit dans le corps. C'est pour ça que quand on travaille le trauma avec nos patients, euh, la question du corps, elle est fondamentale. C'est-à-dire que travailler essentiellement sur un accompagnement verbal, oui, c'est intéressant, je suis psychanalyste, je ne vais pas vous dire le contraire, mais ça ne va pas suffire. Il faudra à un moment donné aussi que le corps soit mobilisé de manière à faire en sorte que le corps retrouve sa capacité de mobilisation à travers le tremblement, comme dit le TRE, mais aussi d'autres choses, parce que s'il n'y a pas cette dimension-là, on ne fait que la moitié du travail. Et donc, associer, et c'est pour ça que les réponses psychocorporelles me paraissent extrêmement justes par rapport à ça. Il y a d'autres approches, hein, comme le MDR, par exemple, qui sont intéressantes par rapport au trauma. Encore faut-il que l'on puisse travailler sur un trauma repérable en tant que tel. Parce que le problème qu'il y a, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'une des luttes contre le trauma que nous pouvons avoir, c'est la démémorisation. Et donc le fait que on a vécu des situations traumatisantes, on le repère parce qu'on a des symptômes qui ressemblent à ça, qui sont des symptômes repérés dans tous les travaux qui ont été faits sur le stress post-traumatique, mais néanmoins, on n'a pas le souvenir. On n'a pas le souvenir. Mais lui, le corps, il en a le souvenir. Donc le corps garde le souvenir de cet élément-là, et donc mobiliser le corps, c'est aussi se donner la possibilité de sortir de l'emprisonnement traumatique, si je peux utiliser ce terme. Je me souviens avoir lu, j'ai eu la chance de voir travailler Peter Levine dans une vidéo, hein, pas en direct, et, euh, et Levine parlait de certains moments où il y avait les traces du trauma qui commençaient à disparaître, à se diluer, sans qu'on sache vraiment quel était le trauma. Mais par contre, l'inscription traumatique dans le corps, elle permettait de pouvoir être dégagée. Donc, et quand je disais en préambule que nous sommes tous des traumatisés, parce que même si on a eu une naissance absolument génialissime, la naissance, c'est quand même le passage d'un monde aquatique à un monde aérobique. Et rien que ça nous demande un effort d'adaptation qui porte en lui-même une capacité traumatisante. Donc, il y a des petits traumas, des grands traumas, des moyens traumas. La question, c'est comment ça s'inscrit en nous et comment ça peut nous gêner dans notre rapport au monde. Et comme le disait Cathy, c'est comment on peut retrouver une mobilisation, une libération qui nous permettent d'être au mieux avec nous-mêmes, avec notre environnement, avec les autres, bien entendu, sans avoir cette sensation traumatisante qui est parfois un peu glauque, un peu gluante à l'intérieur de nous, en se disant, mais il s'est passé quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et à chaque fois que je suis dans cette situation-là, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, c'est important de penser que nous avons un corps et que notre corps, c'est quand même important d'en faire assez régulièrement un ami et un allié. Voilà. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui posaient des questions par rapport à l'hypnose. Bien entendu que l'hypnose peut être une piste. Voilà, il y a plein de choses sur ce terrain-là. Mais en tout cas, moi, je voudrais insister sur l'impact du trauma, sur qu'il y a différentes formes de trauma, que le trauma est aussi une interprétation à certains moments,
Il y a des situations qui sont traumatisantes parce qu'on les interprète en tant que telles. Il y a des traumas anticipatifs, c'est-à-dire que je vais passer un examen demain, je vais construire à l'intérieur de ma tête un traumatisme à venir. Ça va être forcément mauvais, je vais forcément rater l'examen, je vais forcément ne pas l'avoir et tout ça. Donc il y a tout un travail qui se fait sur le fait de nous libérer de l'anticipation traumatique ou de nous libérer aussi sur l'a posteriori du trauma dans le stress post-traumatique. Voilà. Donc pour rester dans les temps, oui, oui, la théorie polyvagale, c'est Stephen Porges. Effectivement, vous trouverez plein de choses là-dessus, bien entendu. Et pour les personnes qui seront au DUE de psychopatho, j'aborde la théorie polyvagale et avec des exemples cliniques très précis également. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Euh, J'ose espérer que ça a donné quelques petites pistes. Et puis, on va ouvrir un espace pour les questions, en espérant qu'il y en ait. Voilà. Merci de ta participation, Cathy, qui n'était pas prévue. Ah, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pendant que les personnes posent leurs questions, je propose qu'on redéfinisse ensemble le DU que tu vas organiser avec Sorel Formation. Je vous invite tous d'ailleurs à vous abonner à la chaîne, d'une part à la chaîne YouTube et à suivre aussi le lien Facebook, à nous follower, parce qu'il y a d'autres webinaires que tu as donnés qui sont accessibles, donc ce serait dommage de ne pas pouvoir en profiter. Alors, pour rappel, le DU en psychopathologie commence donc, je prends mes notes, hein, le 14 octobre. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots comment va se dérouler ce DU? alors, oui, très rapidement. Donc, ce diplôme universitaire, il se déroule avec une grande partie des cours qui est enregistrée. Hein, c'est du e-learning et des cours qui se donnent en visio, donc en temps réel. Et puis aussi des webinaires qui sont des espaces de dialogue, de discussion autour de la psychopatho en règle générale. Moi, personnellement, le travail que je fais en psychopathologie, c'est un travail très intégratif, c'est-à-dire que à la fois, il y a un regard psychanalytique, mais il y a un regard aussi comportemental. Et puis, j'essaye de faire en sorte que la psychopathologie soit la plus vivante possible. Donc, il y a beaucoup d'exemples cliniques. Il y a des sessions non pas de cours, mais de consultations qui sont enregistrées, avec lesquelles on travaille. Donc, beaucoup de cas cliniques et aussi beaucoup d'appui sur des données culturelles, peinture, cinéma, littérature également qui sont travaillées. Voilà, c'est très succinct ce que je vous dis là. On est dans un diplôme universitaire, donc il y a aussi la possibilité de passer un mémoire et le mémoire, bien sûr, d'être soutenu avant d'avoir l'accréditation par la faculté Miguel de Cervantes. Hum. Voilà, et c'est en ligne donc, et tu es encouré par toute une équipe, donc Camille Randalas, Nadia Majette, Muriel Schmitt et Nadège Arnaud. J'espère que je n'oublie personne, je suis en train de vaguement parcourir. Non, Muriel Schmitt qui est là d'ailleurs, Ah ben qui est bonsoir. présente. Voilà. Chouette. Voilà. Euh, voilà, et je vous invite donc, si vous voulez en savoir plus sur ces formations et sur ces DU universitaires, parce qu'on en donne d'autres aussi, à venir sur le site donc de Sowell qui est en ligne. Pardon, ces formations qui sont. Alors, on va essayer de retrouver. Alors, à qui s'adresse ce DU comme question? Niveau diplôme pour y participer, mais il faut exercer une profession médicale ou paramédicale, du moins avoir une profession qui tourne autour du rapport à l'autre. Donc, par exemple, on peut être, je donne des exemples, hein, infirmière, assistante sociale, voilà, des tas de coachs, euh, médecins, dentistes, voilà, il y a des tas de psychologues ou
voilà, il y a encore des tas d'autres possibilités. Les liens thérapeutes, oui, tout simplement. Les liens de la page Facebook dans le Kevin Leclerc est en train de mettre les liens vers le site internet et sur la page Facebook. Combien de temps dure la formation? Donc, il y a 12 modules, si je me rappelle bien, Alain, c'est ça? Oui, il y a 12 modules qui sont les modules déjà enregistrés. Et ensuite de ça, il y a tous les cours qui se donnent en direct, hein, dont le cours de Muriel sur les troubles de la personnalité. Je donne un cours sur les traumas, il y a des cours sur le stress et tout ça. Il y a tout ça qui est là. C'est important de préciser que la psychopathologie c'est une spécialisation. C'est-à-dire que c'est un travail qui vient se rajouter à un travail déjà existant et auprès de personnes qui sont formées à la relation patient, à la relation d'aide. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas un diplôme universitaire qui fait que vous pouvez vous installer en tant que psychopathologue. Hein, c'est pour être bien clair, c'est-à-dire que c'est-à-dire, il ne s'agit pas de vendre quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire, on est Tout à fait. vraiment sur une spécialisation qui permet d'avoir un outil supplémentaire dans l'accompagnement de ces patients pour les personnes qui n'ont pas de formation en psychopathologie. Donc, on est dans une forme de DU comme il en existe dans les facs françaises, qui sont des DU de spécialisation. Moi, j'ai donné dans les facs des DU de psychopatho déjà ou d'art-thérapie, voilà, qui sont des formes qui viennent se rajouter à une formation initiale. Hein, et c'est important de le dire. Hein, c'est pas parce qu'on fait ce DU qu'ensuite on est un thérapeute capable de s'installer, de recevoir des patients et qu'il suffit de faire ça pour réussir. C'est vraiment quelque chose qui vient se rajouter à vos formations initiales. Hum. Je propose aux personnes qui sont intéressées de revenir vers nous et alors le DU de psychopathologie commence le 14 novembre ou 14 octobre, pardon, au 14 octobre et se termine le 9 septembre 2025. 2025. Donc, si vous voulez vous inscrire, il faut se dépêcher un petit peu. Alors, il y avait dans les questions, on va quand même parcourir quelques questions qui sont en rapport, si tu l'acceptes, avec la présentation d'aujourd'hui. D'abord, merci hein, Alain pour ce magnifique exposé. Euh, qu'est-ce que tu penses que penses-tu plutôt de la thérapie de consolidation? Alors, la thérapie de consolidation, c'est-à-dire que la personne qui a posé la question, il faudrait qu'elle me précise qu'elle entend par là sur la thérapie de consolidation, parce qu'il y a plein de formes de nouveaux axes thérapeutiques qui arrivent et la thérapie de consolidation, quid? Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que la personne qui en parle peut préciser exactement, ou en On tout va cas attendre. préciser un des fondateurs de la thérapie de consolidation? Oui, là, il y a la question de si c'est disponible en distanciel. Alors, est-ce que c'est la question, mais ça c'est pour le DU, est-ce que c'est disponible en distanciel? Bien évidemment, oui, c'est une formation en distanciel. Alors, il y a une autre personne aussi qui posait un peu plus haut dans une question sur le chat, c'est-à-dire, est-il toujours nécessaire de se guérir de ses traumas? Excellente question. Euh, je pense que c'est-à-dire que la question, c'est qu'est-ce que c'est que guérir? Qu'est-ce que c'est guérir? Est-ce que guérir, c'est oublier? Est-ce que guérir, c'est mettre de côté, ne pas savoir? Je pense que c'est la vraie réponse, c'est la réponse non pas, c'est la réponse à qu'est-ce que c'est que guérir. Et lorsqu'on a un trauma, en général, on a une plaie ouverte. On a une plaie ouverte qui est continuellement en train de nous faire mal, en train de se rappeler à nous. Et le travail thérapeutique, quel qu'il soit, que ce soit de l'hypnose, de l'EMDR, du TRE ou autre chose, c'est une manière de fermer la plaie. Mais nous gardons la cicatrice. Et donc, la cicatrice est le souvenir de la plaie. Et donc, guérir, c'est aussi une autre manière de regarder les événements de nos vies, une autre manière de les appréhender
Et tout ça demande aussi d'avoir fait un nettoyage à l'intérieur de soi, à travers la connaissance qu'on peut avoir de son histoire, et puis à travers la manière de relire, donc une relecture de sa propre histoire. Et donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de guérison dans le sens de disparition du symptôme. Le trauma fait partie de notre histoire, hélas ou pas hélas. Il y a simplement une autre manière de le regarder. Et je pense que par rapport à ça, oui, il y a une démarche intellectuelle, mentale et tout ça, mais j'y reviens, il y a aussi une démarche corporelle par rapport à ça. C'est comment effectivement il y a quelque chose qui s'apaise dans le corps, mais non pas quelque chose qui disparaît par rapport à ça. Et le meilleur moyen de savoir si effectivement on a guéri d'un trauma, c'est de savoir si dans sa vie de tous les jours, on arrive à accéder au gai rire. Mm. Merci. Alors, il y avait une autre question aussi. Comment remonter au trauma lors de traumas familiaux? Ah, alors, les traumas familiaux, je suppose que la personne parle de traumas qui peuvent avoir un caractère transgénérationnel. Là, il faut faire un travail spécifique en psychogénéalogie, en transgénérationnel, pour effectivement retrouver dans un trauma que l'on peut vivre soi, des traces qui sont des traces qui appartiennent à des générations de nos ascendants. Ça, c'est un travail spécifique qui se fait, qui est très à la mode à l'heure actuelle grâce au succès d'une série qui s'appelle Le Chemin de l'Olivier. Je suppose que plusieurs personnes l'ont vu, et qui montre bien, voilà, comment un problème que je peux avoir maintenant, qui me gêne, qui occulte une certaine possibilité d'être en lien avec moi-même, peut être en lien avec des choses qui sont en lien avec la famille. Mais il y a aussi, dans les traumas familiaux, la question des loyautés. Et bien souvent, il va y avoir des situations traumatisantes dans les familles qui sont tues, qui ne sont pas dites et qui créent des loyautés. Ça peut être l'alcoolisme du grand-père, par exemple. Euh, Ça crée du trauma parce que l'alcoolisme du grand-père entraîne des problématiques relationnelles, des tensions dans la famille et tout ça, mais on n'en parle pas. Et c'est une situation traumatisante, et c'est un non-dit familial, et par loyauté, on va laisser ce non-dit continuer à exister. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et donc, quand il n'y aura pas de parole, la parole va se transformer en symptôme. Et bien souvent, dans les problématiques familiales, c'est ce qu'on va retrouver. Et c'est comment, moi comme vous, nous pouvons être porteurs d'une problématique qui appartient à des ascendants que nous n'avons même pas connus. Donc là, il faut faire un travail spécifique en psychogénéalogie, en transgénérationnel, voire même en constellation familiale, parce que là, il peut y avoir des réponses qui se mettent en place, ou en tout cas des pistes de travail. Mais oui, il y a un traumatisme transgénérationnel qui peut exister et des traumatismes transgénérationnels. Merci beaucoup. C'est vraiment un bel exposé. Je pense qu'il y a beaucoup de succès, beaucoup de questions. J'ai parfois du mal à lire tellement elles arrivent. Descends un petit peu, s'il te plaît. Non, ça, redescends, descends. Non, dans l'autre sens. Voilà, attends, attends. Que pensez-vous de l'ICV par rapport à l'EMDR pour travailler sur les traumas? Euh, alors, l'ICV, qu'est-ce que la personne entend par ICV? Alors, c'est pareil, là, c'est des acronymes, euh, parce que parce que l'EMDR, il y a plein de formes différenciées de l'EMDR. Voilà, il y a le rythmo, il y a la deep neural repertoring, il y a plein de choses. Il y a le still bill, il y a plein de choses. Voilà, donc la question, elle est par rapport à l'EMDR. Dans tous les cas, on est au même endroit, ou en tout cas un endroit similaire. C'est-à-dire que on est dans un travail qui s'appuie sur un état modifié de conscience. Donc, si je reprends le MDR est un travail sur les mouvements oculaires à la base. Mais lorsque nous rêvons, nous avons ces mouvements oculaires. Et ces mouvements oculaires qui s'appellent des mouvements REM, Rapid Eye Movement, ces mouvements-là montrent que lorsque nous sommes dans un état de rêve, qui est un état naturel de l'être humain et qui est un état modifié de conscience, notre cerveau
fait très peu de différence entre une image réelle et une image fictive. Si je rêve que je suis poursuivi par un monstre affreux avec plein de tentacules, je vais ressentir de la peur, de l'effroi, je vais accélérer mon rythme cardiaque, je vais avoir des sueurs, et pourtant ce n'est qu'une image. Donc le fait de travailler dans cet état modifié de conscience sur des symboliques, des images et tout ça, c'est pour retrouver des états initiaux qui correspondent aux états qu'on a pu avoir lorsqu'on était dans une situation traumatisante. Et modifier ces états, les regarder autrement, les appréhender autrement, oui, c'est une fonction thérapeutique. On va retrouver ça en EMDR et dans les techniques associées. On va retrouver ça effectivement dans certaines approches en hypnose. Voilà, tout ça est bien fondé. La question, c'est pas est-ce que l'hypnose est mieux que le MDR par rapport au trauma. La question, c'est est-ce que l'hypnose correspond à ce sujet-là ou pas. Il y a des personnes pour qui l'hypnose sera la bonne réponse et d'autres, ça ne sera pas la bonne réponse. Je suis psychanalyste, je ne pars pas du principe que tout le monde doit faire de la psychanalyse. Il y a des gens pour qui la psychanalyse est une bonne réponse et d'autres, ce n'est pas du tout la bonne réponse. Et bien souvent, moi je suis un partisan de l'approche intégrative. Bien souvent, quand on travaille comme moi en psychanalyse avec une approche qui est une approche où le corps est engagé en psychanalyse, mais où on va travailler plutôt sur des représentations à caractère mental, c'est bien d'y adjoindre du corps. Et bien souvent, moi, j'ai eu des patients et des patientes qui étaient en psychanalyse avec moi et je leur disais, OK, on fait ce travail-là, mais je vous propose aussi d'aller voir telle personne qui va travailler directement le corps avec vous, de manière à travailler sur l'unité de l'être humain et sur le fait que nous ne sommes pas parcelés, nous ne sommes pas faits en plusieurs morceaux disparates et qu'il faut retrouver l'unité de l'être humain. C'est ça qui est important. Et le problème, c'est que le trauma nous fait perdre notre unité, ne serait-ce que par rapport à la distorsion que ça entraîne, par rapport à la confusion, par rapport au morcellement et par rapport à la dissociation. Donc le but du jeu, c'est comment je peux me réunifier. Et pour certaines personnes, j'ai vu qu'il y avait un post qui était passé sur l'EFT. Oui, l'EFT, c'est pas que l'EFT, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise réponse? C'est est-ce que l'EFT est la bonne réponse pour cette personne-là à ce moment-là? C'est ça qui est important. Je pense qu'à l'heure actuelle, nous avons la somatic experiencing, Claire, c'est Peter Levine, hein. Donc c'est ça qui est en jeu. Et à la question, est-ce que ça demande beaucoup de temps? Là, je vais botter en touche. On ne sait pas le temps que ça va durer. Et personnellement, je me bats depuis très longtemps contre les appellations thérapie brève et thérapie longue. Ça ne veut rien dire. J'ai consulté pendant 30 ans. La patiente que j'ai suivie le plus longtemps, c'est une personne avec qui j'ai travaillé pendant 20 ans. Pour des raisons qui sont des raisons précises. Mais il y a d'autres personnes, j'ai fait 4 ou 5 séances. La question, c'est pas est-ce que ça doit durer longtemps ou pas. La question, c'est qu'est-ce qui se passe chez cette personne qui vient dans mon cabinet à ce moment-là et quelle est la réponse qui peut être la plus dynamique possible. Et la première réponse qui est importante, et je reviens d'une certaine manière à la naissance, c'est que l'outil de tout thérapeute, quel qu'il soit, c'est sa capacité relationnelle. Donc, notre premier outil, c'est la relation. Et quand on est thérapeute, on peut faire des super DU comme ceux qu'on propose à Sowell et tout ça, c'est très bien. Mais n'oubliez pas que le travail que vous avez à faire en tant que thérapeute, c'est quel être relationnel vous êtes et comment vous pouvez être le meilleur être relationnel possible. C'est-à-dire comment faire en sorte d'accepter ce grand mystère que nous propose la vie, c'est-à-dire le fait qu'il y a au monde quelqu'un d'autre que nous qui existe. C'est ça le fondement du travail thérapeutique. Que l'on fasse de l'EFT, de la psychanalyse, de l'hypnose ou autre, la question, c'est pas l'outil, la question, c'est la relation. D'abord la relation, ensuite le protocole. C'est ça qui est important. Et surtout par rapport à la question du trauma. Parce que la question du trauma, elle entraîne fondamentalement une insécurité. Et donc, la première chose, c'est que le patient doit retrouver une sécurité de base. Là, on revient aux théories de Bowlby qu'on voit en psychopatho. Voilà. Et donc, la question qui est en jeu, c'est comment remettre en place un espace de sécurité. Et l'espace de sécurité, c'est dans le lien avec le thérapeute. Parfait. Eh bien, je pense que nous garderons ça comme mot de la fin. En tout cas, c'était un magnifique exposé. Je vous remercie tous d'avoir été présents. Je vous donne rendez-vous de plusieurs façons, soit sur notre site Internet, soit sur la chaîne YouTube, soit sur Facebook.
ou dans une bonne librairie pour acquérir un livre d'Alain Héril parce que je vous l'avoue, ils sont vraiment magnifiques et très enrichissants. Alain, je te remercie. Je vous Merci remercie à Fabrice, tous. merci Le Géraldine, merci prochain Sylvie.